Vous êtes cette illustration parfaite de la personne qui a quitté le Congo pour aller au Canada. Les 10 ans après que je vis ici au Québec, au Canada, je continue à recevoir des nouveaux arrivants avec toujours des mauvaises ou des fausses informations. Comment reconnaître des signes d'arnaque dans la démarche d'obtention d'un visa? Déjà, à mon humble avis, de l'arnaque. Et c'est justement contre ces genres de pratiques qu'aujourd'hui, même le Canada a mis en place des mesures qui vont certainement dans la suite des temps porter des effets parce que c'est devenu quelque chose de très inquiétant à tous les niveaux, même du point de vue international. Réagir à un refus visa en votre faveur qui pourrait faire en sorte que la décision de l'agent soit contrebalancée à ce niveau-là. Donc voilà un peu. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, vous avez 5 années d'interdiction du territoire et ça reste dans votre dossier, je ne sais pas pendant combien de temps, puisque une fois que vous avez obtenu une telle interdiction, de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous allons parler de l'immigration économique au Canada, défis et opportunités pour les immigrants africains. Qu'est-ce que nous devons comprendre par immigration économique? Quelles sont les conditions à remplir pour que votre dossier soit accepté? Et quelles sont les conditions qui conduisent à un refus d'obtention visa? Et surtout, quelle est la personne la mieux indiquée pour monter un dossier en votre faveur afin de recevoir votre visa? C'est de cela que nous allons parler avec Maître Moïse Jugues depuis Québec. Il est avocat au barreau de Kinshasa et avocat au barreau de Québec. En tant qu'avocat, il sait aussi se pencher sur ces questions afin de répondre et aider les personnes dans les besoins. Sans plus tarder, nous allons saluer notre intervenant depuis le Québec, Maître Moïse. Maître Moïse, nous vous saluons. Oui, je vous salue également. Ça va bien? Nous allons bien. Comment vous allez, Maître? Oui, moi aussi, je vais très bien. Maître, aujourd'hui, nous allons nous appesantir autour de cette problématique, l'immigration économique au Canada, défis et opportunités pour les immigrants africains. La toute première question, qu'est-ce que nous devons comprendre par immigration économique? Est-ce que c'est diffère aussi d'autres immigrations qui existeraient pour le Canada? Oui, en effet, par immigration économique, pour aller droit au but, je voudrais un peu faire simple, l'expliquer à travers l'immigration humanitaire. La plupart des gens ont déjà, d'une certaine manière, entendu parler de la demande d'asile. Alors, dans l'immigration humanitaire, c'est plus de demande d'asile et puis les programmes qui vont avec. Aussi, ici, je voudrais parler de l'immigration économique en termes de type de visa que les personnes obtiennent ou type de documents qu'ils obtiennent. Il y a le document relatif au visa visiteur ou touriste. Il y a des documents relatifs à ce qu'on appelle visa étudiant ou permis d'études. Il y a également les gens qui obtiennent des résidences permanentes dans différents programmes. Aussi, il y a des résidents temporaires, notamment dans la catégorie des permis de travail. Donc, voilà un peu, si je peux résumer ou faire simple, ce que nous pouvons ici catégoriser comme étant l'immigration économique. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec le Québec où nous recevons pour vous Maître Jugues Moïse, avocat au barreau de Kinshasa et avocat au barreau de Québec. Avec Maître Moïse Jugues, nous parlons des éléments à mettre en œuvre pour être susceptible de recevoir un visa pour immigrer au Canada sur le plan économique.
De retour sur ce plateau en connexion entre le Québec et Dallas aux États-Unis d'Amérique, nous recevons pour vous Maître Jugos Moïse. Maître, nous allons commencer avec les motifs de refus visa. Selon vous, Maître, et surtout selon votre expérience, quels sont les motifs les plus évoqués lors du refus d'un visa? La question est quand même très difficile, d'autant plus que les visas, c'est pas moi qui les donne, moi encore qui refuse, mais je comprends. Effectivement, nous avons plusieurs décisions de refus dans différentes demandes, relativement à différents types de demandes, bien sûr. Alors, les motifs sont aussi divers que les demandes. Alors, très souvent, on nous parlerait du fait qu'il y a insuffisance des fonds. On parle également du fait que l'agent n'est pas convaincu que la personne qui demande ses précieux sésame va retourner dans son pays après son séjour au Canada. À un moment donné aussi, on nous parle de but de voyage, on parle d'insuffisance des biens, on parle d'antécédents de voyage. À un moment donné, on parle aussi de la véracité des documents ou des déclarations. Bref, il y a plusieurs motifs qui interviennent. Mais pour le dernier motif, je voudrais quand même attirer l'attention de nos spectateurs ou de nos auditeurs sur le fait que le motif relatif à la véracité des déclarations ou des documents peut conduire à une interdiction des territoires, ce qui est quand même malheureux. Comment un dossier d'immigration peut être considéré comme étant incomplet ou frauduleux? Un dossier d'immigration peut être incomplet par rapport au but du voyage, voyez-vous. Quelqu'un qui veut, par exemple, venir au Canada comme visiteur ou touriste, mais dans l'entretemps, au regard du nombre de séjours, du temps qu'il a demandé, c'est-à-dire le nombre de jours qu'il veut passer au pays, il fait une insuffisance de fonds, c'est-à-dire il dépose un document à l'appui pouvant démontrer ses capacités de substance qui soient inférieures par rapport au temps qu'il veut passer au Canada, mais aussi par rapport au fait qu'un dossier soit non authentique, comme vous avez dit, faux ou qui peut sortir d'une interdiction des territoires. Là, ça ressort aussi de la véracité des déclarations ou même des documents. Très malheureusement, il arrive aussi souvent que les personnes puissent faire leur demande sous base des documents qui ne sont pas authentiques, des relevés bancaires qui ont été soit traficotés ou alors des déclarations là-dedans qui sont contradictoires et qui peuvent ainsi pousser l'agent à pouvoir douter de l'authenticité de la demande. Voilà un peu comment je peux résumer cette situation. Est-ce que la RDC partage certaines informations avec, par exemple, l'État canadien ou celui du Québec sur le passé litigieux d'un candidat à un visa? Bon, là, c'est quand même très complexe comme question, je dois l'avouer. Et puis, puisque vous parlez des demandes de visa, je crois que lorsqu'on fait ce type de demandes, il y a un certain nombre de déclarations qu'on croche. On croche des déclarations par rapport aux antécédents criminels, mais aussi dépendamment des types de demandes que vous faites et des types de visas que vous faites, on peut aussi vous demander de fournir ce qu'on appelle le casier criminel. Notamment, prenons les cas des regroupements familiales pour des personnes qui sont en train de venir au Canada pour s'y établir de manière permanente et définitive, ou alors pour des personnes qui se sont qualifiées dans le programme d'entrée express et qui, par là, obtiennent immédiatement ce qu'on appelle la résidence permanente. Donc, voyez-vous, pour ces gens de personnes qui veulent obtenir un document permanent, en tout cas, les casiers criminels accompagnent la demande. Mais souvent, pour les demandeurs principaux, on s'attache plus à la déclaration. Mais cela ne veut pas dire que le Canada ne procède pas à des vérifications. C'est vrai qu'il y a des vérifications sommaires. Mais du point de vue maintenant de partage des informations entre la RDC et le Canada, je suis incapable de répondre à cette question, mais je ne vais pas ici nier qu'un passé criminel a toujours un impact négatif sur une demande de visa, peu importe la catégorie. Est-ce que, Maître, dans cette même lancée, un problème de santé peut poser problème par rapport à l'obtention d'un visa et surtout lorsqu'on revient dans la période de Covid où, par exemple, les questions de vaccination étaient exigées et surtout en Afrique, nous parlons du monkeypox. Est-ce qu'un problème de santé peut constituer un frein à l'obtention d'un visa? Votre question soulève plusieurs sous-questions à la fois. Je vais essayer un peu de faire un petit distinguo parce que là, vous avez parlé d'un problème de santé en les liant avec un problème de vaccination. Dans le cadre, évidemment, d'une situation de pandémie ou actuellement de ce que vous avez appelé monkeypox, si je me prononce bien en anglais. Alors ici, il faudrait pas qu'on fasse un peu d'amalgame parce que lorsque vous considérez la situation sanitaire individuelle de la personne, à savoir si cette personne souffrait d'une maladie chronique ou d'une maladie grave et que les examens ont été requis
par rapport à cela. Et ce qui arrive d'ailleurs souvent pour les gens qui demandent des visas de séjour plus ou moins longs, je pense aux étudiants, je pense également aussi aux personnes qui arrivent comme résidents permanents, mais aussi dans d'autres catégories de demandes. L'agent peut toujours demander des examens médicaux, notamment pour les cas de super visa, dans les cas de nos parents. Mais cette situation de maladie ne doit pas aboutir à une discrimination. Là-dedans, la Cour fédérale s'est clairement prononcée pour dire que la maladie ne devait pas être un facteur handicapant pour obtenir un visa. Ça devait se faire des cas par cas, voyez-vous, parce que l'immigration parlait de fardeau excessif pour les systèmes de santé, mais ce n'est pas toujours forcément vrai. La Cour fédérale a vraiment bien relativisé la situation et plusieurs décisions vont en faveur des personnes qui demandent malgré l'état de santé. S'agissant maintenant de mesures sanitaires, ça c'est le deuxième aspect de la question par rapport à ce que nous avons vécu sous la COVID. Là, nous savons tous qu'il y a eu des mesures spéciales qui ont été mises par la santé publique par rapport au déplacement et c'était à l'échelle mondiale. Alors du coup, aujourd'hui, ces mesures ont été levées et la libre circulation est revenue parce que ces mesures étaient temporaires, le temps de pouvoir conjuguer la pandémie. Il y a un monkeypox qui refait surface. On observe encore, mais jusqu'à date, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de restrictions relatives à cela parce que même la RDC, dont on qualifie comme étant le foyer de cette nouvelle pandémie, n'a pas encore été mis en quarantaine. Donc, je crois que pour le moment, il n'y a pas encore d'exigence par rapport à cela, à ma connaissance en tout cas. Maître Mwenze, nous allons terminer cette première partie de ce programme depuis les États-Unis d'Amérique par l'obtention d'un visa pour le travail au Canada. Est-ce que le fait de ne pas avoir un visa pour le travail peut conduire à un refus d'obtention de visa? Bon, visa de travail, ça soulève quand même quelques interrogations parce que effectivement, j'ai entendu parler des gens qui me parlaient. J'ai eu des consultations dans ce sens-là des visas de travail. On sait que je sache, au fait, il y a un programme de recrutement de la main-d'œuvre internationale. Alors, dans ces programmes-là, c'est ce qu'on appelle des offres d'emploi qui sont faites par des entreprises. Et puis, on va identifier des compétences à l'extérieur. Une fois que ces personnes sont identifiées, les entreprises procèdent au recrutement et l'immigration délivre les permis de travail. Donc, voyez-vous. Donc, ce sont des programmes quand même spéciaux qui existent. Et puis, avec la pandémie et tout ce que nous avons connu comme pénurie, je pense qu'on avait allégé des conditions, notamment d'obtention de ce type de permis de travail, dans la mesure où on avait essayé d'assouplir les conditions de ce qu'on appelait à l'époque de ce qu'on appelle encore de nos jours l'impact sur le marché du travail à l'intérieur du Canada, c'est-à-dire les IMT. On avait essayé un peu d'assouplir pour certaines catégories de travail. Mais dans le cas de la mobilité internationale, je crois que les offres d'emploi continuent à être émises et puis les gens continuent à pouvoir arriver au Canada et valider ici sur place au Canada leur permis de travail par rapport à la durée de leur offre. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. C'était des visas qu'on donnait de manière à ce que les personnes travaillaient uniquement pour les personnes pour les entreprises qui ont fait l'offre. Ça s'appelait des permis de travail fermés. Mais de plus en plus, il y a un débat au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, pour voir dans quelle mesure on pourrait faire en sorte que ces permis soient ouverts, parce qu'il est apparu un certain nombre de problèmes, notamment de maltraitance ou de sous-paiement qui font que ça dévalue un peu la dignité humaine ou même la qualité de travail. Et puis, voilà un peu. Mais dis-moi, on obtient un visa, on appellerait visa de travail. C'est d'abord, dans un premier temps, un visa pour arriver au Canada et puis on valide son permis au point d'entrée. Et après, on pourrait aller travailler pour l'entreprise qui vous a recruté. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre le Canada, le Québec et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Maître Mwenze Jugas, qui est avocat au barreau de Québec et avocat au barreau de Kinshasa. Nous soulevons la problématique par rapport à l'immigration économique au Canada.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre le Québec et l'État du Texas où nous recevons pour vous Maître Moïse. Maître Moïse, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme, réagir à un refus visa. Quels sont les recours possibles après un refus d'un visa? Oui, comme vous le savez, lorsque vous avez essuyé un refus d'un visa dans n'importe quelle catégorie, ou voire même d'une résidence permanente, c'est une décision administrative. C'est-à-dire la décision de l'agent est une décision administrative. Et dans l'arsenal judiciaire canadien, on a prévu un recours par rapport à ces genres de demandes. Ça s'appelle une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire. Ça doit se faire dans un délai précis, dépendamment de où vous vous trouvez. Alors, lorsque vous avez un tel refus et que vous estimez que la décision est déraisonnable ou que la décision est incorrecte, c'est-à-dire n'est pas correcte, à ce moment-là, vous avez cette demande d'autorisation et cette demande de contrôle judiciaire. Pourquoi demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire? Il y a d'abord une autorisation, laquelle autorisation va devoir vous ouvrir la porte du contrôle. Donc, vous comprenez que ça s'est fait en 2 étapes. Donc, cette demande s'est faite devant la Cour fédérale du Canada. Et dans la demande d'autorisation, c'est-à-dire vous allez démontrer dans un dossier complet que la décision qui a été rendue est soit incorrecte, soit déraisonnable. Et si, après que Justice Canada, c'est-à-dire les avocats du gouvernement, aient répondu à votre mémoire, à votre dossier, et que les juges estiment effectivement que vous avez des motifs à défendre, à ce moment-là, vous pouvez maintenant passer en contrôle judiciaire. Et en contrôle judiciaire, ici, les critères consistent à démontrer, comme je l'ai dit encore en intro, que la décision qui a été rendue ne résiste pas par rapport à la preuve qui a été soumise à l'agent. Cette décision est donc déraisonnable, soit inintelligible. Dans ces conditions, vous devez vraiment démontrer que l'agent n'a pas bien fait son travail. N'a pas bien fait son travail parce que s'il dit par exemple qu'il a trouvé qu'il y avait insuffisance de fonds et que vous avez fait la preuve contraire de fonds suffisants et même débordants, à ce moment-là, c'est là où l'avocat intervient à travers ses conclusions pour démontrer effectivement que ça ne résiste pas à la preuve. Alors, si vous estimez qu'il y a certains documents dont il avait douté et qu'il les a mis en cause pour une raison ou pour une autre, là, vous pouvez évoquer le problème de ce que nous appelons ici le problème d'équité procédurale, c'est-à-dire qu'il aurait dû quand même vous donner le moyen de pouvoir vous expliquer sur ces documents s'il y avait un doute quelconque. À ce moment-là, on pourra parler de la décision qui n'est pas correcte. Donc, voyez-vous, c'est un débat qui s'est fait comme ça à la lumière de la jurisprudence. Et puis, si vous parvenez à convaincre, à ce moment-là, les juges pourraient vous donner raison. Mais je voudrais quand même soulever ici une autre particularité, c'est que en matière de demande d'autorisation, en matière de demande de contrôle judiciaire, on n'arrive pas forcément devant un juge. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait un très bon dossier et que votre collègue, c'est-à-dire l'avocat du gouvernement, en prend connaissance et qu'il trouve véritablement qu'il y a à dire ou à redire là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'il est capable de vous faire une offre de règlement, c'est-à-dire un règlement hors cours, et il vous demande de pouvoir désister à votre demande, c'est-à-dire retirer la demande, et en contrepartie, il pourra soit réexaminer, demander à ce qu'on réexamine votre dossier ou carrément vous demander d'envoyer votre passeport pour obtenir votre visa ou votre résidence permanente. Donc voilà un peu en gros, si je peux me résumer, comment le recours fonctionne devant la Cour fédérale en matière administrative au Canada. Maître, maintenant, comment préparer une nouvelle demande de visa lorsque vous avez reçu un refus? Ah oui, en tout cas, c'est très important lorsque vous avez reçu un refus de visa de pouvoir bien analyser ces refus. Ne soyez pas pressé à tomber dans l'émotion. Ne soyez pas non plus pressé à aller directement devant la cour. Très souvent, je vis des personnes aller devant la cour après des refus parce qu'ils estiment que la demande a été faite de manière parfaite et qu'ils ne voient pas pourquoi est-ce qu'on devait leur refuser ces visas. Ça arrive. Donc,
Prenez le temps d'analyser le refus. Demandez aussi, si possible, accès à votre dossier, de manière à ce que vous preniez au moins connaissance des raisons profondes, parce que là, vous avez juste le motif. Comment je peux appeler ça? Vous avez juste la décision, mais le motif qui soutient la décision, vous ne l'avez pas. Il y a aussi moyen de pouvoir faire une demande avec l'aide d'un avocat près le barreau du Québec ou n'importe quel barreau canadien, que vous puissiez avoir accès au moins à votre dossier originel. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que l'agent a écrit pour pouvoir aboutir à ces refus. Donc, c'est très important de savoir au moins la cause profonde, de manière à ce que vous vous réajustez et que vous puissiez bien faire les choses. Maître, est-ce qu'il y a un délai à respecter pour enclencher cette démarche? Oui. Si vous êtes au Canada, le délai est de 30 jours. Mais si vous êtes en dehors du Canada, le délai est de 60 jours. Et maître, maintenant, comment opposer à cette décision? Par exemple, si vous êtes au Congo, par exemple, la personne n'est pas au Canada, il veut recourir à vos services. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, tout s'est passé au Congo, par exemple. Ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait reconnaître que je n'ai pas le monopole de la pratique devant la Cour fédérale. Il y a plusieurs avocats en droit de l'immigration. Ils font la même chose. Mais ce qui est aussi vrai, et nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et d'ailleurs, votre émission est une grande contribution parce que l'information doit arriver quand même à tout le monde. Beaucoup de gens n'ont pas l'information à l'effet qu'une décision négative de l'agent peut être remise en cause. Pour d'autres estiment aussi que se trouvant en dehors du Canada, c'est une procédure laborieuse dans la mesure où ils peuvent tomber sur des personnes qui les arnaquent. Ça, j'ai entendu parler. Il y a aussi d'autres qui ne croient pas carrément qu'une décision de l'agent soit remise en cause. J'ai eu beaucoup de consultations dans ce sens, mais moi, je crois qu'à l'ère du numérique et surtout avec la contribution qui est la vôtre aujourd'hui, rien n'est plus inaccessible. De la même manière qu'on a pu faire une demande de visa à partir du Congo pour venir au Canada, de la même manière aussi, on peut faire une demande d'accès à un avocat du barreau du Québec qui exerce près la Cour fédérale. Les informations sont accessibles. Il y a les bottins des avocats, il y a des sites Internet. Donc, je pense qu'en matière d'immigration, la connaissance est rendue tellement répandue que tout le monde, s'il veut, peut arriver. Donc, et puis, bon, vos émissions aussi, je dois les reconnaître, contribuent beaucoup à ce que l'information arrive à tous et à chacun. Voilà. Un grand merci, maître. Je vous en prie. Préalablement, quel est le rôle d'un avocat dans ce processus? Parce que beaucoup se posent, je veux obtenir un visa, maintenant il me faut un avocat. Quelle est la place de l'avocat dans ce processus? En fait, l'avocat dans le processus, c'est juste sa technicité. Voyez-vous, l'avocat est capable de... Beaucoup de gens ont eu des refus de visa, il faut revenir là-dessus. Pas parce que ils ont démérité, mais quelque part, il y a certains formulaires qui sont mal complétés, il y a certaines lettres de motivation qui sont imparfaites, il y a certains documents qui sont mal présentés, tout croche. Vous voyez, là, les agents ont plusieurs dossiers devant eux. Alors, quand les choses ne sont pas très bien présentées, ça aussi, ça peut faciliter un refus. C'est pas une façon de dire seulement que on ne te veut pas au Canada, mais une façon de te dire va bien faire tes choses. Bon, l'avocat, lui, c'est quand même quelqu'un qu'on appelle un procédurier. Il a le temps de pouvoir prendre connaissance du dossier. Il a le temps de pouvoir au moins savoir ce que l'agent voudrait voir dans un dossier pour pouvoir acheter une décision positive dans la chose. Donc, l'avocat, c'est votre procédurier. C'est aussi sa technicité qui est mise en contribution de manière à ce que les choses se fassent bien. Et même lorsque vous avez un dossier, un refus, l'avocat peut savoir que ce refus n'est pas justifié au regard de la preuve qu'il avait faite par rapport au dossier qu'il avait déposé. Donc, tout ça, ça fait en sorte que vous avez au moins, c'est comme un médecin en fait, vous avez au moins par devant vous quelqu'un qui peut identifier le problème et surtout apporter des solutions. Donc, je crois que c'est ça, mais ce n'est pas du coup obligatoire de recourir à un avocat, mais comme vous savez, il a quand même une technicité qui peut apporter et qui peut faire la différence. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par interdiction de territoire au Canada et équité procédurale? Bon, vous savez que l'équité procédurale répond des règles de justice naturelle. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver à l'interdiction des territoires, on vous donne la possibilité de pouvoir vous justifier. Lorsqu'un agent reçoit un dossier, par exemple, d'un demandeur de visa visitaire ou étudiant et que, faisant son analyse du dossier pour aboutir à une décision, il s'aperçoit qu'il y a des déclarations contradictoires ou qu'il y a des documents qui semblent avoir été traficotés. Ça peut être des relevés des codes, ça peut être des actes de naissance, ça peut être n'importe quoi. Alors, ce que l'agent fait, il donne au demandeur la possibilité de pouvoir lui expliquer
il va faire une lettre exhaustive sur la question, il va soulever tous les points qu'il met de l'avant et qui retient son attention, et il vous donne un délai de 60 jours généralement pour pouvoir lui apporter plus d'informations ou de lumière avant qu'il ne prenne une décision. Parce que la décision qu'il s'apprête à prendre a un impact très considérable sur la suite de votre processus au Canada. Alors, c'est à ce niveau-là que la plupart des personnes reçoivent ce genre de lettres. Souvent, ils répondent de n'importe quelle manière. D'autres choisissent carrément de ne pas répondre. Ou encore, ils y répondent, mais sans vraiment apporter les éléments suffisants pour pouvoir contrebalancer la décision de l'agent. Alors, à ce moment-là, l'agent va soit constater qu'il n'a pas reçu de réponse, soit analyser la réponse qui lui a été faite et trouver que ça ne répond pas à ses préoccupations, et ainsi prendre cette décision qui est une grave décision, qui serait certainement d'interdiction de territoire parce que vous avez soit présenté des documents qui ne sont pas véridiques ou vous avez fait des déclarations qui ne sont pas vraies. Alors, dommage que ça arrive très souvent, mais même alors, je peux dire que l'espoir n'est pas perdu. Pour des gens qui se retrouvent dans ce genre de situations et qui estiment que les documents soumis par rapport à l'équité procédurale ou par rapport à la demande de l'agent ont été des documents corrects et qu'il n'y a pas eu de zone grise là-dedans, vous pouvez toujours introduire un recours à la Cour fédérale et vous expliquer devant un juge en apportant vos explications, ce qui peut faire la différence par rapport à l'équité procédurale. Mais ce que je conseille ici, c'est que les personnes qui reçoivent ces lettres d'équité procédurale doivent en tout cas s'efforcer d'y répondre de la manière la plus véridique, mais aussi la plus claire et limpide qui soit. Donc, s'il y a des documents de preuve supplémentaires à apporter, n'hésitez pas. S'il y a des questions à clarifier en apportant la bonne information ou la meilleure des informations, n'hésitez pas parce que même si nous allons devant la Cour fédérale, les juges vont considérer que l'agent vous avait donné la possibilité de pouvoir répondre. Alors, si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que les juges peuvent faire dans les circonstances? Donc, faites un effort pour prendre ça au sérieux et apporter une réponse sérieuse par rapport aux préoccupations de l'agent, de manière à ce que, quelle que soit la décision qui interviendrait, si ce n'est pas dans le sens de vos intérêts, une fois que vous décidez de porter la décision devant la Cour, au moins, vous avez des éléments en votre faveur qui pourraient faire en sorte que la décision de l'agent soit contrebalancée à ce niveau-là. Donc, voilà un peu. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, vous avez 5 années d'interdiction du territoire et ça reste dans votre dossier, je ne sais pas pendant combien de temps, puisque une fois que vous avez obtenu une telle interdiction, c'est dommage qu'on en arrive là parce que par la suite, c'est difficile pour la personne qui a été interdite du territoire de pouvoir encaisser cela ou de pouvoir gérer ça pour la suite, quoi. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et le Canada, plus précisément au Québec, où nous recevons pour vous Maître Moïse. Comment éviter les arnaques? Vous avez vu quels sont les éléments qui peuvent vous conduire au refus d'un visa. Vous avez suivi quelle est la réactivité à avoir pour vous relever d'un refus visa. Et cette fois-ci, comment éviter les arnaques? Maître Moïse, comment reconnaître
des signes d'arnaque dans la démarche d'obtention d'un visa? C'est quand même pas facile parce que le plus grand lit des arnaques se trouve dans la désinformation. Aujourd'hui, l'arnaque se porte bien simplement parce que les gens ne veulent pas s'informer. J'ai toujours posé la question aux personnes qui ont été victimes d'arnaque, la question de savoir est-ce qu'ils ont vérifié la source de l'information qui leur avait été apportée. Parce que très souvent, lorsqu'on leur vend le Canada, c'est avec une facilité qui contraste avec toute évidence. Voyez-vous, quelqu'un vous dit non, c'est facile, faites ceci, faites ça, tel a fait ça et puis ça a marché. Non, s'il vous plaît. Nous devons faire un effort pour avoir une source fiable. Or, comme je l'ai dit là, avec l'Internet, aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à l'information. Un peu de fort. De la même manière que les gens passent des temps sur TikTok, de la même manière que les gens téléchargent des vidéos sur plusieurs autres réseaux sociaux, Instagram et autres, de la même manière aussi, on peut aller sur le site officiel du gouvernement du Canada. Le site du gouvernement du Canada est accessible. À défaut même d'arriver sur le site du gouvernement du Canada, il y a moyen d'aller même sur Google et juste écrire Immigration Canada. C'est tout. Une fois que vous avez écrit Immigration Canada sur Google, vous verrez le site du gouvernement qui va apparaître parmi les premiers devant vous. IRCC, c'est parmi les sites qui apportent plus d'informations et dans tous les programmes. À part IRCC, il y a CIC. Très facile, CIC, Canada Immigration Citoyenneté. Vous avez également l'information sur tout ce qui se passe au Canada. Donc, il n'y a rien qui est caché. Et c'est accessible à tous. À part ça, sur Facebook, je sais qu'Immigration Canada a mis plusieurs pages Facebook pour pouvoir apporter aux gens l'information. Parce qu'il faut être partout. Et là, ils travaillent même, je sais qu'ils travaillent sur des petites capsules aussi sur TikTok qui vont bientôt être lancées pour permettre à ce que les gens aient la bonne information. Ne soyez pas pressés. Chaque fois que vous êtes devant quelqu'un qui vous montre que tout est facile, tout peut se faire, c'est juste avec X montant et vous verrez, nous allons nous charger du reste. Je crois qu'on doit faire preuve d'un peu de jugement et surtout pouvoir faire ses propres investigations. C'est ce qui nous manque parce que même des personnes instruites tombent malheureusement dans ces genres d'arnaques. Je sais qu'il y a plusieurs problèmes qui apparaissent à la surface et dans plusieurs pays. Je sais que la nécessité des partis est des fois dictée par des conditions socio-économiques. Tout ça, on comprend. Mais ceci ne justifie pas qu'on se voit en train de se faire arnaquer pratiquement toutes ces économies et voire même en train de se débarrasser des biens, des uniques biens qu'on a parce qu'on vous a dit que non, on est capable de pouvoir obtenir un visa et vous faire partir au Canada. Donc, prenez le temps de vérifier l'information sur Internet, mais aussi prenez le temps d'entrer en contact avec des avocats ici au Québec ou n'importe où à travers le Canada. Je vous ai dit que l'Internet facilite ces contacts. Les avocats ont des numéros WhatsApp, les avocats ont aujourd'hui même des messengers. Donc, à tous les niveaux, moi, je vois il y a des avocats même très actifs sur Internet, sur Facebook même, qui sont capables de pouvoir séduire un rendez-vous et discuter de la question et vous apporter l'information la plus véridique qui soit afin de vous éviter ces genres d'arnaques. Donc, soyez prudents. Je crois que la seule façon de pouvoir faire face à ça, c'est de pouvoir avoir des informations. Non seulement avoir des informations, mais aussi chercher l'information. Il y a moyen de chercher l'information. Tout le monde a Internet, tout le monde a la connexion sur son téléphone. Ne nous limitons pas seulement à regarder des vidéos qui nous caressent dans le sens du poil, mais faisons aussi un effort pour pouvoir aller plus loin et surtout identifier les véritables sources d'informations et n'hésitez pas à partager avec des personnes qui soit se trouvent déjà sur place ici, qui peuvent vérifier l'information pour vous auprès des professionnels ou des personnes qui déjà étant même sur place au pays, qui font plusieurs allers-retours ici. Je crois qu'aujourd'hui, le Canada, c'est parmi les pays les plus fréquentés. Et trouver quelqu'un qui est au Canada ou qui a déjà été au Canada ou qui fait des allers-retours vers le Canada, ce n'est plus un luxe. En tout cas, c'est la contribution que je peux apporter. Mais ça prend vraiment un jugement personnel et aussi la prudence, vraiment beaucoup de prudence au niveau aussi personnel pour pouvoir éviter de se faire arnaquer. Voilà un peu. Maître Jugos, quels sont les profils les plus vulnérables à ces arnaques? Les profils les plus vulnérables, moi je vous dirais très sincèrement, c'est tous les profils actuellement
Des fois, vous êtes surpris par les personnes qui ont été arnaquées. Moi, j'ai vu même des professeurs d'université se faire arnaquer pour leurs enfants. J'ai vu des hommes d'affaires se faire arnaquer. Parce que, bon, soit X est parti, et puis aujourd'hui, je vois des pratiques un peu quand même désolantes, que les groupes WhatsApp se forment dans lesquels les gens font la promotion des X agences ou X personnalités qui, lui, a toujours réussi à tous les coups de faire partie. Mais il montre les gens des visas, des passeports avec plein de visas. Lui, il dit qu'il donne rapidement, facilement. On le voit sur TikTok, Facebook, ainsi de suite, sur YouTube. Maintenant, comment faire face à ça quand quelqu'un vous montre tout un tas de passeports avec des visas? Vous voyez, donc même sur YouTube, même sur Facebook, je vois des gens publier des visas avec des informations personnelles des gens. Vous voyez les noms complets de la personne, les numéros du dossier, ce qui n'est pas normal. Ça fait partie quand même des informations personnelles et par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui avec le vol des données, ça devait être protégé. Donc vous voyez ça déjà, quand vous voyez ça, vous trouvez qu'il n'y a pas d'éthique là-dedans. Il n'y a pas d'éthique là-dedans et ça sent déjà, à mon humble avis, de l'arnaque. Et c'est justement contre ces genres de pratiques derrière qu'aujourd'hui, même le Canada a mis en place des mesures qui vont certainement dans la suite des temps porter des effets parce que c'est devenu quelque chose de très inquiétant à tous les niveaux, même du point de vue international. Maître, pourquoi on doit recourir à un avocat tel que vous pour faire ce travail? Bon, le problème, c'est la connaissance, voyez-vous. Même moi, tout avocat que je suis, je n'ai pas la connaissance infuse. Lorsque j'ai des questions liées à un litige, par exemple en droit civil, je parlerai ici de la responsabilité civile, je recours à un collègue avocat qui est mis mes outils là-dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut tout faire. Loin de là, on ne peut pas non plus dire qu'on ne peut pas faire certaines démarches administratives seules. Mais la spécificité, la technicité, des fois, appelle un peu de retenue et qu'on puisse recourir à quelqu'un qui est capable de pouvoir vous donner l'air juste et surtout bien faire les choses pour vous. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas seulement un refus de visa, c'est pas seulement un refus de résidence permanente dans le cadre d'un parrainage, mais il y a aussi les risques de se voir interdit des territoires au Canada. Et ça, c'est quand même une tâche d'huile dans un dossier en matière d'immigration actuellement. Parce que comme vous le savez, depuis le 11 septembre 2000, depuis le 11 septembre, les événements malheureux du 11 septembre, vous savez qu'aujourd'hui, en matière de mobilité internationale, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour pouvoir au moins sécuriser les identités des personnes et savoir qui est exactement qui. Vous voyez, toutes ces décisions ne sont pas des décisions qui passent inaperçues dans un dossier d'immigration parce que l'immigrant, c'est quelqu'un qui peut aussi être un danger pour un pays, les pays hôtes. Donc, il faut penser à tout ça. Il faudrait vraiment prendre au sérieux vos propres dossiers en matière de voyage, mais surtout prendre au sérieux les informations qui sont contenues. Parce que lorsque vous donnez ces informations, ce ne sont pas des informations qui sont destinées à être échangées n'importe comment ou être utilisées n'importe comment, comme on le voit souvent, et les conséquences sont des fois très graves. Voilà un peu. Maître Jugos Mweze, la guerre des nerfs, le coût des démarches, approximativement, quels sont les actes qui nécessitent un coût pour l'obtention d'un visa au Canada? Bon, en matière de coût, je voudrais être sincère avec vous. Ce que vous dépenserez auprès d'un professionnel, ici je parle d'un avocat ou d'un consultant en immigration, parce qu'il y a aussi des consultants qui font le même travail avec les démarches préliminaires en matière de demande de visa. Je voudrais quand même vous dire que les coûts qu'on dépense auprès de ces professionnels ne représentent rien par rapport à ce que les gens se font arnaquer. Parce que les montants que nous entendons en termes d'arnaque, ça dépasse tout entendement. Parce que les avocats, vous savez, ce n'est pas les lucres d'abord. Ce n'est pas l'argent d'abord. L'avocat doit privilégier surtout et d'abord, avant tout, comment on appelle, d'apporter un service de qualité à ses clients. Et c'est que moyennant rémunération, mais ce n'est pas vraiment l'image qui circule de se dire que les avocats coûtent extrêmement cher. Non, l'arnaque coûte de loin plus cher que recourir à un professionnel comme un avocat. Donc, les coûts, ça se discute entre l'avocat et son client, dépendamment notamment du travail qu'il y a là-dedans. Vous savez, il y a certains clients, lorsqu'ils viennent vous consulter, ce n'est pas vraiment pour aller compléter les formulaires ou aller même créer un compte auprès du gouvernement. Il a déjà tout ça. Mais ils viennent vous consulter juste pour que vous lui donnez un avis favorable. Et juste ça.
Et lorsque vous prenez les dossiers, vous les lisez, vous êtes surpris de voir quelle est la qualité du travail qui a été fait, mais vous pouvez juste apporter quelques petits ajustements structurels ou peut-être des corrections relatives aux objectifs de voyage et puis demander au client de soumettre son dossier. C'est pas la même chose lorsqu'un autre client qui vous verrez pour commencer les démarches de bout en bout, voyez-vous. Ou bien lorsqu'un client vous voit parce qu'il a essuyé des refus et que vous devez d'abord commencer premièrement à pouvoir prendre connaissance de ce qui a été fait avant vous, avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande. Donc vraiment, le coût varie d'une situation à une autre. Mais ce que je voudrais ici relever, c'est que avec l'expérience que j'ai dans le domaine, je constate que les gens payent plus auprès des gens qui les arnaquent et même auprès des professionnels qui les aident. Donc, c'est question de pouvoir quand même essayer parce que l'avocat vous donne une consultation, les professionnels vous donnent une consultation, vous discutez, vous évaluez le travail qu'il y a à faire et souvent de ça vous jugez vous-même de l'opportunité ou non de pouvoir poursuivre. Voilà. Dans ce cas, comment vérifier la crédibilité ou la fiabilité d'un conseiller en immigration? Les conseillers en immigration, je ne suis pas là pour parler en leur lieu et place, sont des professionnels. En tant qu'avocat, je suis juste un professionnel. Alors, l'avocat que je suis exerce en droit administratif, j'ai fait aussi le droit de l'immigration, voyez-vous. Mais il y a à côté des avocats qui pratiquent en immigration, il y a aussi des conseillers en immigration. Les conseillers en immigration ont aussi leur ordre en cette matière-là et ils font du bon travail pour certains d'entre eux. Mais comme vous savez, c'est vrai qu'on ne peut pas limiter quelqu'un par rapport au travail qu'il fait, mais il faudrait prendre la personne par rapport à la moralité personnelle. Moi, je ne peux pas mettre les gens dans un moule pour dire que tous ces gens-là sont de cette manière-là. Non, non, moi, je vais cas par cas. Donc, je salue le travail de tout professionnel, il le fait de manière professionnelle, mais si vous, en tant que bénéficiaire de ce travail, vous constatez qu'il y a des écarts ou des abus, c'est à vous de juger la personne, voyez-vous. Donc, du coup, la fiabilité, c'est par rapport, pas aux résultats, bien entendu, parce qu'ils sont tenus par le moyen, mais surtout par rapport au contact que vous avez avec la personne. Vous avez la capacité de juger. Vous parlez, vous appréciez, vous échangez. Et si vous estimez que vous faites confiance à la personne qui peut gérer vos dossiers, vous lui confiez les mandats et il fait son travail. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais le plus important, je le souligne ici, c'est de pouvoir faire affaire avec un professionnel. C'est très important parce que vous avez toutes les garanties possibles et surtout la quiétude qui va avec. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec le Québec où nous recevons pour vous Maître Jugos Mwenzé, avocat au barreau de Kinshasa et avocat au barreau de Québec. Avec Maître Mwenzé Jugos, nous parlons des éléments à mettre en œuvre pour être susceptible de recevoir un visa pour immigrer au Canada sur le plan économique. De retour sur ce plateau en connexion entre le Québec et Dallas aux États-Unis d'Amérique, nous recevons pour vous Maître Jugos Mwenzé. C'est déjà la dernière ligne droite de nos programmes. Maître, c'est déjà la dernière ligne droite de nos programmes. Beaucoup de téléspectateurs nous suivent à travers l'Afrique, le monde, la République démocratique du Congo. Nous allons parler de vous parce que vous êtes cette illustration parfaite de la personne qui a quitté le Congo pour aller au Canada, réussir, s'intégrer et vous exercer en tant qu'avocat reconnu au barreau
du Québec. Maître, pouvez-vous nous raconter votre expérience par rapport à l'immigration au Canada? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup pour la question. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile de parler de soi-même, mais ce qui est vrai, c'est que moi aussi, je suis un immigrant et nous sommes ce qu'on appelle les immigrants de première génération. Donc, je n'ai pas d'ascendant. Je suis le premier de ma famille, c'est-à-dire quand je parle de ma famille, c'est vraiment la famille nucléaire d'être arrivé au Canada. Donc, du coup, comme vous, j'ai eu l'information en son temps, il y a à peu près 10 ans, qui avait un peu plus de 10 ans, pardon, qui avait possibilité de venir au Canada comme travailleur qualifié. Alors, lorsque j'ai reçu l'information, je ne me suis pas limité à l'information. J'ai reçu des documents qu'il fallait compléter avec l'aide de quelqu'un qui était ici et que je remercie d'ailleurs en passant. Mais je me suis aussi donné le temps d'aller lire. À l'époque, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. On viendrait, je devais aller dans des cybercafés, vraiment prendre du temps, dépenser un peu de moyens pour pouvoir prendre connaissance de ces choses, des fois même faire imprimer pour que je sois sûr que je m'engage dans quelque chose qui est vrai. Voyez-vous, donc un peu comme je vous disais à l'instant. Donc, une fois que j'ai vérifié par moi-même ces informations, je me suis lancé. Et la personne qui m'aidait ici, je dois reconnaître que c'était quelqu'un de très honnête, de très efficace, qui aussi avait pris au cœur mon dossier. Alors, on échangeait régulièrement par courriel. Et lorsque je complétais les dossiers, je devais envoyer par la suite par DHL. Donc, c'était quand même un peu lourd. C'était pas aussi informatisé comme aujourd'hui. Nous avons fait cela dans les cas de travailleurs qualifiés. J'ai été qualifié. À l'époque, j'étais à ma qualité d'avocat déjà au Congo parce que c'est ce que j'avais mis de l'avant. C'est ce qualificatif ou c'est sur cette expérience professionnelle que j'ai été pris. Je passais les tests de langue, je passais l'anglais, français à l'oral. Et ensuite, j'ai passé les examens médicaux et on m'a demandé de pouvoir rejoindre le Canada pour pouvoir valider. On m'a donné un visa d'1 mois qui devait expirer, je crois, en avril. Je devais être là au plus tard le 30 avril pour pouvoir valider ma résidence. Je suis arrivé au mois de mai de cette année-là. J'ai validé la résidence comment dirais-je, à l'aéroport. J'ai pu avoir la confirmation des résidences, mais comme j'étais né à tout prix à pouvoir refaire la même chose que ce que je faisais au pays, à savoir être avocat ici, c'est sur cette base même que j'ai été sélectionné. J'ai immédiatement pris contact avec le barreau du Québec. Et en même temps, je lisais beaucoup. Je suivis les capsules d'information. Tout était déjà en ligne ici. Je pouvais sur des vidéos, l'intégration. J'ai suivi beaucoup de choses. J'ai répondu à toutes les invitations sur les séances d'intégration. Bref, j'ai vraiment usé de tous les outils qui étaient mis à ma disposition. Et après, je suis arrivé à la conviction que je devais maintenant passer l'étape 2, qui était de s'inscrire à l'université, parce que c'était une des conditions sine qua non pour pouvoir avoir un diplôme équivalent à ce qu'ils appellent baccalauréat ici, c'est-à-dire licence chez nous, et intégrer l'école du barreau. Nous sommes allés à l'université avec un certain nombre de collègues que j'ai rencontrés sur place. Ça nous a pris 2 ans. Et après, nous sommes inscrits au barreau, où la formation était d'1 année. Nous l'avons passé. Et une fois que nous avons passé notre formation, nous avons validé nos examens. Et après, nous avons été assermentés auprès du barreau du Québec. Je voudrais juste souligner ici que ça n'a pas été facile. Je peux les rencontrer aujourd'hui en 5 minutes ou 3, mais ça n'a pas été facile. Ça prenait quand même une certaine détermination. Parce que nous avons essayé de quitter nos stéréotypes. Parce que souvent, lorsqu'on s'interroge soi-même sur la faisabilité, les temps que ça peut prendre, et puis surtout les risques associés, parce qu'il y a quand même des échecs aussi dans ce genre de programme, des fois, vous avez tendance à ne pas vous lancer. Et puis, lorsque vous questionnez aussi nos proches, dans les sens de la communauté, plusieurs sont de ceux qui vous découragent pour une raison ou pour une autre. Alors, il faudrait vraiment écouter votre instinct. Il faudrait être déterminé et pouvoir vous lancer. Donc, c'est un peu ça, si je peux donner mon propre témoignage. Et quand je me suis lancé dans ces programmes de formation, je me suis rendu compte au fait que je n'étais pas le seul. Il y avait plusieurs autres ressortissants de plusieurs autres pays à travers le monde qui faisaient la même chose. Mais j'avais seulement constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de Congolais comme moi. Et ça m'avait un peu frustré, mais du moins, il faudrait reconnaître qu'après, j'ai vu beaucoup de compatriotes congolais qui sont lancés aussi dans le même cheminement et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sont devenus aussi des avocats pour certains et d'autres des ingénieurs, des médecins. Donc, c'est question d'avoir la bonne information
et surtout d'être déterminé. Voilà un peu si je peux apporter ma pierre de contribution sur la question. Maître Jugues Moïse, quels sont les défis que rencontrent les premiers arrivants au Canada? Le premier défi, à mon avis, c'est l'information. Je suis quand même aujourd'hui triste de vous informer que plus de 10 ans après que je vis ici au Québec, au Canada, je continue à recevoir des nouveaux arrivants avec toujours des mauvaises ou des fausses informations. Et ces informations, très souvent, ils les puisent auprès des autres compatriotes. La question que je ne cesse de me poser est celle de savoir pourquoi désorienter les gens qui arrivent dès le début. Nous tous, nous sommes arrivés à un moment donné, nous avons été dans nos communautés et nous avons été d'une certaine manière désorientés par rapport aux gens que nous avons, certaines personnes que nous avons trouvées ici, pas tous. On nous a parlé même de racisme, je vais être clair. On nous a parlé de discrimination, on nous a parlé, il y avait beaucoup de choses qu'on nous a rencontrées, même de l'âge. À votre âge, c'est plus possible. Pourtant, à l'époque, je n'avais même pas 35 ans. Donc, voyez-vous, alors, à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faudrait pas tirer les gens vers les bas. Nous sommes comme dans une espèce de panier à crabe et ça, c'est pas correct. Il faudrait laisser la personne aller vers ses propres ambitions, lui faire comprendre que ce n'est pas impossible, au fait. Mais malheureusement, je sens un certain défaitisme dans les chefs des gens qui arrivent, le même d'ailleurs que nous avions eu lorsque nous sommes arrivés au regard de certaines informations que nous avons reçues, mais n'était notre capacité personnelle de pouvoir prendre des décisions impopulaires, entre guillemets, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous serons en train de vous servir. Donc, il faudra avoir la bonne information. Et puis, lorsque vous avez l'information, vous devez être déterminé. C'est très important. Ce n'est pas facile, ça ne se donne pas sur un plateau d'argent. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, pour faire utile, lorsqu'il fallait retourner à l'université, il fallait que je puisse m'adresser à des institutions bancaires pour ce qu'on appelait un prêt étudiant. Voyez-vous? Un prêt étudiant. Alors, le prêt étudiant, lorsqu'on parle avec des gens qu'on trouve ici, vous dites non, mais ce sont des dettes, vous allez jamais vous en sortir, ça coûte trop cher. Oui, ça coûte trop cher, je comprends. Mais nous sommes avantageux, nous les immigrants de première génération. Pourquoi? Parce que les prêts étudiants qu'on nous a accordés à l'époque, je ne sais pas si c'est le même système aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça ait changé. Ces prêts est garanti par le gouvernement du Canada. Donc, voyez-vous, c'est un prêt garanti par le gouvernement du Canada et les conditions sont connues. Alors que les Canadiens même, les Québécois même qui sont nés ici, c'est-à-dire nos enfants qui naissent ici, ne bénéficieront jamais de ces prêts. Et lorsqu'il faudrait aller étudier et qu'il faudrait s'endetter, ils vont devoir négocier avec les banques au taux que les banques vont imposer. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier que nous, c'est le gouvernement qui nous garantit un prêt pour pouvoir nous donner la même égalité des chances que les autres. Voyez-vous. Donc, ce qui fait que même les conditions sont tellement ajustées qu'au-delà du prêt, nous avons même une bourse. Alors que ceux qui sont nés ici ne bénéficient même pas des bourses. Et les conditions des prêts sont vraiment des banques à banque, dépendamment de ton dossier. Vous savez, les taux d'intérêt, des fois, sont monstrueux. Mais ça n'a pas été le cas pour nous. Alors, quand on n'a pas cette information, alors que c'est un privilège énorme, énorme. Mais les gens nous ont dit que non, c'est un endettement, et vous allez crouler sous le poids de la dette. Pourquoi vous endettez pour les études? Vous avez déjà été formé dans vos pays, battez-vous pour travailler. Mais aujourd'hui, nous avons contracté ces prêts, nous avons pu étudier et nous sommes en train encore jusqu'à aujourd'hui de les payer, mais ça ne nous engloutit pas, loin de là. Donc, c'est une illustration par rapport à ce qui arrive. Donc, il faut faire très attention avec les choses que nous entendons. Faites vos propres investigations. Prenez le téléphone, appelez. Prenez les courriels, écrivez. Vous serez éclairés surtout. Et surtout, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Nous lisons difficilement, je ne sais pas pourquoi. Lisons, lisons, lisons. Tout est mis à notre disposition. Plus rien n'est caché. Mais peu sont les gens qui lisent. Ils préfèrent plus, on m'avait dit, quelqu'un m'a dit, moi on m'a dit, j'ai entendu. Mais quelle est la source? Question mark. Voilà. Comment s'intégrer? Lorsque l'on arrive au Canada, vous avez quitté Abidjan en Côte d'Ivoire, vous avez quitté Dakar au Sénégal, vous avez quitté Kinshasa en République démocratique du Congo. Comment s'intégrer lorsqu'on arrive au Canada? Bon, lorsqu'on arrive au Canada, ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens, c'est que quand on arrive au Canada, au fait, ne vous mettez pas en tête que vous êtes les premiers arrivés. C'est un pays qui a reçu des immigrants depuis plusieurs générations. Voyez-vous? Donc, c'est un pays qui n'est impressionné par
aucun immigrant. Les immigrants, ils en ont vu, ils en voient et certainement ils en verront encore. Donc, du coup, vous devez premièrement avoir l'information. Parce que le Canada particulièrement, c'est un pays qui a plusieurs structures d'intégration des immigrants. Plusieurs structures. Et c'est pratiquement dans tous les quartiers. Vous allez sur Internet, vous tapez « Nouveau arrivant au Canada ». Dès que vous inscrivez ça sur Google, vous avez toutes les informations, toutes les ressources. Les ressources, il y en a plein. Vous comprenez? Moi, quand je suis arrivé, lorsque je suis allé dans une des ressources d'intégration, il y a une dame qui m'a dit, vous devez identifier dans votre communauté, la communauté congolaise ou africaine, parce qu'elle nous voit toujours dans la globalité, les personnes qui ont votre profil. Les personnes qui ont votre profil, et faites tout pour demander des rencontres. Parce qu'ici, c'est tout à fait normal. Vous pouvez demander à quelqu'un de venir le voir et il vous reçoit. Une fois que vous allez rencontrer ces personnes, essayez de poser des questions ouvertes à ces personnes pour qu'ils vous disent comment ils ont fait pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il ne faudrait pas se limiter, il ne faudrait pas avoir honte. Au Canada, on dit toujours on n'a pas honte, on a chacun apprend de ses erreurs. Et surtout, n'ayez jamais honte de poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Donc, voilà un peu la stratégie qui a été pour nous payante et j'estime que ça continue à nos jours et surtout avec l'Internet qui est démocratisé, si je peux ainsi m'exprimer. Aujourd'hui, tout est possible. Les gens s'écrivent, les gens s'appellent, vidéo. Aujourd'hui, les gens peuvent même plus se déplacer. On n'a même plus besoin de se déplacer parce que à travers tous ces mécanismes de Teams et autres, Zoom, les gens peuvent aujourd'hui se parler à distance et puis donner l'information. Et je sens qu'ici, la culture est que tout le monde veut voir, tout le monde avoir la bonne information. Tout le monde veut voir, tout le monde aller de l'avant. Alors, il ne faudrait pas se limiter seulement dans un milieu où on vous montre que tout est négatif. Essayez d'aller au-delà et je suis sûr que vous allez tirer votre épingle du jeu. Maître, nous allons terminer ce programme. Quel est le message que vous pouvez partager à tous ceux qui nous ont suivis à travers l'Afrique et en République démocratique du Congo en particulier? Le message que je peux partager ici, c'est de savoir que nous sommes dans des systèmes qui sont des systèmes ouverts. Donc, je n'aimerais pas ici que quelqu'un croit que pour venir ici au Canada, parce que c'est du Canada qu'il s'agit, et même aux États-Unis où vous vous trouvez, on a besoin de recourir à des pratiques un peu, comment dirais-je, peu recommandables. Cherchez l'information. Ou si vous avez l'information, investiguez sur l'information. Essayez par vos propres investigations déboucher une conclusion qui vous soit personnelle. C'est-à-dire, parce que je vois des gens même arriver ici, je vois une petite parenthèse, arriver à l'aéroport avec un visa étudiant ou un visa touristique, de tourisme, ils disent à l'agent que non, ils sont venus chercher du travail. Ça pose déjà un sérieux problème. Un sérieux problème. Donc, parce qu'à l'origine, la personne qui les a aidés à obtenir ces documents leur a dit que non, on donne du travail dès que vous arrivez à l'aéroport. Ce qui n'est pas vrai. Donc, essayez d'avoir la bonne information, essayez de moins en moins à ne pas écouter les influenceurs. Ils parlent des questions qui sont techniques, mais n'ont pas la connaissance technique des questions qu'ils apportent. Alors, vous allez bâtir toute une décision sur base des choses que vous avez écoutées auprès des personnes qui n'ont aucune expertise là-dedans. Et après, vous savez la suite parce que beaucoup de gens disent, mais non, là-bas, ce n'est même pas le paradis. D'ailleurs, les gens souffrent là-bas. Je dis non, ce n'est pas un problème de paradis ou de souffrance. C'est un problème de savoir ce qu'on veut faire. Donc, cherchez toujours à avoir la bonne information. Au mieux même, cherchez à parler avec des professionnels. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons des outils de communication qui sont rendus très accessibles. Ça nous permet au moins de pouvoir prendre une décision éclairée et savoir comment orienter ses pas. Si nous sommes arrivés, qu'on a gagné du temps par rapport à ces processus, c'est parce que déjà, en venant ici, comme je vous ai dit, j'ai le temps de faire mes propres investigations et surtout avoir l'information qui allait avec les objectifs que je poursuivais dans le pays. Donc, ayez des objectifs, cherchez l'information et surtout, cherchez l'information par vous-même et cherchez à parler avec un professionnel. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà un peu le message que je peux faire passer par rapport à votre question. Maître Jugos Mourol Moïse, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De partout nous avez suivi, nous étions en connexion entre le Canada au Québec et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous avons reçu pour vous Maître Jugos Mourol Moïse, qui nous a partagé la vision concernant l'immigration économique. Quels sont les éléments à prendre en compte? Ne vous faites plus arnaquer et
suivez la légalité pour immigrer au Canada. De partout, vous avez suivi. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.